Aux personnes qui me regardent, je souhaiterais dire que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je le répète, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et très souvent, on a tendance à croire qu'on a besoin de nous, qu'on ne peut pas prendre du temps pour nous parce qu'il y a plus urgent, parce qu'il y a plus important. Eh bien, j'invite tout un chacun, comme j'ai été moi contrainte à le faire, eh bien, à s'arrêter. Parce que quand on ne s'arrête pas pour prendre ce temps pour nous, je vous assure que quand la vie attire le frein à main, c'est violent. Donc prenons le temps avant que la vie nous force à le prendre. Bonjour, c'est Eva Barra pour Upendo. Alors je me nomme Eva Barra et dans la vie j'ai fondé l'ethno-coaching qui consiste à accompagner les personnes à la jonction de plusieurs cultures à trouver leur place dans ce monde. Pas du tout. Pas du tout, j'étais vraiment partie sur une carrière sociale. Donc j'ai toujours su que j'étais douée pour écouter les personnes, pour les aider, les guider, les orienter. Et l'ethno-coaching, c'est venu beaucoup plus tard. Bien, c'est déjà le fait d'être dans une grande fratrie, il y a le fait de trouver sa place. Alors moi, pour le coup, j'arrive en 3e position et première fille. Donc 3e position, au-dessus de moi, j'avais 2 grands frères, donc j'avais des aînés. Et par contre, j'avais en dessous de moi 10 petits frères et sœurs, donc j'ai un peu eu cette casquette qu'on appelle la maman bis, la grande sœur, un peu maman, maternante, etc. Et le fait d'être née au Mali pour ma part et d'avoir grandi ici en France, bah, ça a vraiment amené un peu ce yo-yo, un petit peu où tantôt on attendait de moi que je réponde au code de la culture de mes parents, donc au-delà de la culture malienne, parce que du coup le Mali est très grand. Mon père est d'ethnie soninké et ma mère est d'ethnie peul. Donc dans les mariages au Mali, eh bien, c'est la culture du père qui va prédominer. Eh bien, pour le coup, on a grandi dans une culture avec l'ethnicité soninké qui était prédominante. Donc, grandir avec des parents qui transmettent toute la culture soninké ici en France, c'était pas facile. C'était, encore une fois, c'est une résultante de ce choc culturel. C'est-à-dire que j'ai grandi ici en France avec des parents qui venaient d'ailleurs. Moi-même, j'étais née ailleurs, même si je suis arrivée tout petite, je suis arrivée à l'âge de 2 ans en France. Eh bien, j'avais 2 cartes du monde dans la maison où on m'expliquait comment être heureuse, la définition du bonheur en tant que femme dans la communauté de mes parents, mais également eh bien, la définition comment être une femme épanouie dans la culture occidentale française à proprement parler. Eh bien, arrivé à l'adolescence, du coup on arrive quasiment aux portes de l'âge adulte, eh bien, je me suis retrouvée en effet avec un conflit de loyauté. C'est-à-dire que eh bien, mes parents, eux, ils avaient cette carte du monde où chez eux, c'était normal qu'une fille à 15-16 ans soit mariée, soit fiancée. Et dans la culture dans laquelle j'habitais, c'était pas normal d'être mariée en étant mineure. Donc j'ai eu un petit peu cette double lecture, à savoir que d'une part, le pays où je suis a un certain regard sur le mariage, mais également que le pays de mes parents a également un autre regard. Et du coup, ça faisait, comme je dis, ça fait un choc culturel. Et il m'a fallu, moi, en tant que, on va dire enfant, mais presque plus une enfant, adulte en devenir, trancher, et j'ai fait le choix du moindre dégât. C'est-à-dire que justement, en acceptant ce mariage, c'était une façon d'acheter la paix pour que mes parents puissent justement avoir leur représentation du bonheur incarnée, et d'une part que moi également je puisse aussi continuer à avoir mes aspirations, mes projections occidentales. Bon, ça s'est pas passé totalement comme je l'avais prévu du haut de mes 16 ans, et ça s'est fini avec un rapatriement justement sur le Mali, et où je suis restée plusieurs mois plutôt qu'un été. Je l'ai pas très bien vécu sur le moment. À la fois, avec le recul, j'aime à dire que c'est la première fois où j'ai refoulé à nouveau le sol du pays qui m'a vu naître, et ça m'a fait beaucoup de bien de le redécouvrir par moi-même plutôt qu'à travers le récit de nos parents, qui très souvent, moi pour ma part, ils nous ont transmis une culture, ils nous ont transmis un Mali qui n'existait plus, parce qu'ils l'ont quitté depuis des années, et eux ils continuent justement à le transmettre en l'état où eux ils l'ont quitté en fait. Donc
Donc comment est-ce que je suis revenue? Eh bien c'est avec le soutien et l'aide de mes camarades de classe à l'époque, de mes camarades d'école, de mes professeurs et également d'une personne assez importante qui est la directrice de l'établissement privé que je devais rejoindre la rentrée d'après. Alors déjà la première étape ça a été il se passe quoi? Il se passe quoi? J'en ai pas assez bavé, j'ai pas assez fait mes preuves, comment ça se passe en fait? Et bien sûr d'abord on accuse le coup, d'abord on s'effondre et je suis contente d'avoir pris le temps vraiment d'accueillir ces émotions-là et d'avoir été entourée. Je pense que ça a été ma plus grande force dans cette période-là, ça a été d'être entourée d'amis de très très longue date qui ont su se porter volontaire pour être à mes côtés, pour me soutenir et également ma famille justement, cette très très grande fratrie a répondu présent à mon appel, à ma détresse à ce moment-là et donc c'est ce qui m'a permis vraiment de pouvoir me remobiliser, mais ensuite, justement, au-delà des amis et de la famille, il y a des parties de nous qu'on ne peut pas dévoiler même à nos proches. Et c'est là où j'ai pris conscience en tout cas que j'avais besoin de déposer ailleurs qu'auprès de mes amis, ailleurs qu'auprès de mes sœurs majoritairement, parce que déjà c'est des petites sœurs. Donc dans ma représentation, tu te confies à des grandes sœurs, mais pas à des petites sœurs. Mes petites sœurs se confient à moi et moi, du coup, j'avais mes meilleures amies qui sont plus âgées que moi. Mais là, je me rendais compte que ça allait au-delà de l'amitié, qu'il me fallait quelqu'un de neutre. Et c'est à ce moment-là où, pareil, de la même manière, j'ai fait le bilan un petit peu de tout ce qui m'entourait et je me suis rendu compte que j'avais 2 enfants à gérer, une maison à faire tourner, un traitement qui était quand même assez lourd et donc il me fallait quelque chose d'assez bref. Donc je me suis mise à la recherche d'une thérapie brève pour pouvoir déposer mon histoire que je n'avais jamais déposé réellement et pouvoir avancer, comprendre aussi ce que cette maladie était venue me dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde du coaching, vraiment l'univers du coaching. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et à la fois j'ai vu ses limites et ses freins. Alors ma thérapie en soi, déjà j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes, d'avoir plusieurs thérapeutes qui se sont occupés de moi, qui m'ont donné de leur temps et de leur énergie et qui m'ont permis progressivement de comprendre ce que j'étais en train de vivre, de comprendre comment je me suis construite et ensuite d'organiser la suite. C'est-à-dire qu'il y a l'étape, le pendant. Là maintenant tout de suite, à ce moment-là, j'avais besoin de remonter, j'avais besoin d'énergie, j'avais besoin d'un pourquoi, j'avais besoin d'un cerf-volant qui va me faire monter vers le haut. Ensuite, dans un second temps, j'ai eu besoin de nettoyer derrière moi, donc de travailler sur mon histoire. Puis ensuite, justement, d'organiser ce que je comptais faire de ma vie socio-professionnelle. Donc il y a eu vraiment 3 pans pour moi dans cette période-là. Du coup, ça a duré quelques mois. Je vous dis, ma vie s'est effondrée de janvier à mars. Et du coup, il m'a fallu un an par la suite pour pouvoir me remettre sur pied et me remobiliser. Ce qui ressort principalement de cette thérapie, c'est que, du coup, je me suis rendu compte que le coaching, c'était puissant. Il y avait vraiment des outils puissants qui permettent de se remettre en selle rapidement, de comprendre et de faire cette introspection que, pour ma part, je ne dirais pas que j'avais jamais fait, mais en tout cas, je l'avais jamais fait de manière aussi profonde et avec un regard autre que le mien. Et ensuite, l'autre élément, ça a été que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer. Donc je me suis rendu compte que ce qui était normal pour moi, ce qui était inné chez moi ne l'était pas chez les personnes qui m'accompagnaient. À savoir que quand je parlais de ma culture, quand je parlais de ma fratrie de 14 frères et sœurs et que je parle de mon jumeau, je n'ai pas de frère jumeau. Par contre, oui, j'ai un frère qui est né 2 mois après moi. Bon, c'est un peu... non, du coup, quand on le sait, on se dit, s'il est né 2 mois après toi, de la même année, c'est que il est né d'une mère différente. Donc, quand je parle de ma belle-mère, eh bien, il s'agit de la première femme de mon père. Eh bien, tous ces éléments-là, tous ces aspects-là, de la polygamie, de mon histoire, de ce mariage précoce, si on peut dire, j'ai dû à chaque fois expliquer à la personne qui m'accompagnait comment ça se passe dans ma culture, comment ça se passe dans cette ethnie, comment ça se passe dans cette religion qui est celle de mes parents. Et ça m'a demandé, je pense, beaucoup de temps. Dire sur une séance d'1 heure, si je mets 30 minutes à t'expliquer comment je fonctionne pour qu'ensuite, pendant 30 minutes, tu me coaches, bon. C'est le centre de la naissance de l'ethno-coaching, justement. C'est un concept que j'ai créé vraiment parce que je trouvais qu'il était important d'écouter nos cultures, nos origines, mais aussi nos ethnicités. Donc en effet, c'est le cœur vraiment de mon activité.
on l'a nommé, justement, j'ai fondé l'ethno-coaching vraiment en partant du principe qu'on devrait pouvoir arriver et suivre un accompagnement sans avoir cette dimension d'explication. Donc la valeur ajoutée, c'est que la personne va me parler de sa carte du monde et à partir de là, c'est moi qui vais faire ces recherches-là. C'est moi qui vais vraiment faire toute cette dimension de recherche éthique, ethnique, écologique pour savoir dans quel environnement cette personne a grandi, quand elle grandissait, qu'est-ce qui se passait dans le pays d'origine, parce que même si elle a grandi en France, au Canada, enfin du coup j'interviens vraiment sur toute la zone francophone, peu importe où elle vivait, ce qui se passait dans le pays d'origine de ses parents a forcément impacté ces parents-là et du coup elle a forcément ressenti ça dans son quotidien. Donc toute cette dimension, moi j'appelle vraiment tout ce qui est un peu dans l'angle mort de la personne, c'est à moi d'aller faire ce travail d'introspection, ce travail en amont de son accompagnement pour lui permettre d'avoir autant que possible des réponses à tout ce qui la travaille ici et maintenant. Alors j'interviens principalement, c'est-à-dire que les gens qui font appel à mes services, c'est souvent, je dis bien très souvent, après ce que j'appelle un passage de vie. Ça va être des périodes où ça peut être, ils sont en transition professionnelle, ils sont en transition de leur situation maritale si on veut, ils sont en transition parce qu'ils ont perdu un enfant. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a une transition de vie, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de soi, mais aussi dans sa cellule familiale. Il y a des décès, il y a la dimension du deuil d'un parent, du deuil d'un enfant. Moi, je l'appelle le deuil qui n'est pas nommé, parce qu'il y a un nom quand on perd son époux, ses parents, mais il n'y a pas de nom quand on perd un enfant. Et du coup, c'est vraiment toutes ces problématiques-là, toutes ces épreuves de vie qui peuvent amener des clients à me solliciter. Mais il y a également, de plus en plus, et vraiment, je suis très contente de le voir, il y a de plus en plus de personnes qui osent interpeller pour développer leur potentiel, qui osent interpeller avant qu'il y a un drame qui se produise, qui se dit je sens que je ne saurais pas te le dire Eva, j'ai tout pour être heureux, la maison, le chien, le mari, j'ai tout. Par contre, je ne me sens pas heureux. Et là, ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'on a dépassé les besoins fondamentaux. On est vraiment sur une volonté de bien-être et du coup d'expansion de leur potentiel. Donc ça, c'est aussi un autre public qui est de plus en plus grandissant. Et moi, en tout cas, quand je les vois arriver, ça me fait sourire parce que ça veut dire qu'on a compris qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait un drame qui se produise pour se faire accompagner, pour mieux se comprendre, pour faire de la place. Parce que nettoyer son histoire, c'est faire de la place pour pouvoir vivre de meilleures expériences. Oui, je dirais vraiment, en tout cas, c'est plus un état d'esprit qu'une phrase, c'est de partir du principe que chacun fait toujours de son mieux avec ce qu'il est et avec ce qu'il sait à l'instant T. Ça ne veut pas dire que c'est éternel, ça ne veut pas dire que ce qu'on a dit ici et maintenant sera vrai pour l'éternité. Par contre, à l'instant où on l'a dit, à l'instant où on a posé une action, avec tout ce qu'on était, tout ce qu'on savait, on a fait de notre mieux. Peut-être qu'on va apprendre des éléments plus tard qui vont nous faire dire « Ah mince, si j'avais su, j'aurais pas agi comme ça ». Mais au moment où on agit, j'aime à croire que chacun compose avec ce qu'il est et avec ce qu'il sait. Et en tant qu'individu, se dire que la personne qui est en face de moi, avec laquelle je suis peut-être en train de m'embrouiller, elle a fait de son mieux, elle est en train de faire de son mieux avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle sait. Peut-être qu'elle n'a pas des informations que nous avons. Ça a créé une forme d'empathie, une forme de compassion. Et du coup, peut-être on se met à son niveau ou en tout cas, on va l'attirer au nôtre de niveau et on va pouvoir ensemble co-créer différemment.